C'est très intéressant quand on peut trouver un objet qui nous permet d'illustrer une pensée abstraite. Prenons un cadre. Tiens, voici un cadre dans lequel vous avez deux personnes qui se sont engagées, qui se sont mariées. C'est pas tellement le mariage entre les deux personnes qui m'intéresse, mais c'est que oublions les deux personnes, puis imaginons que ça c'est une théorie. Voyez-vous? Et comme philosophe, je prends un pari, une hypothèse, très faible pour le moment, dans lequel tout être humain sur la Terre serait composé de 4 variables fondamentales. Mettons que la première ici, ce côté-là, ce serait l'inconscient. Ce côté-là, ce serait le conscient. Ce côté-là, ce serait le rêve de vie, le rêve de jour. Puis le dernier côté en bas, le rêve de nuit. Alors, et la corde qui est ici, c'est le fameux être humain qui va être le résultat de ces deux personnes-là. Alors, techniquement, abstraitement, partout sur la planète Terre, on peut dire que fondamentalement, toute personne humaine vivant sur la Terre naît, vit et meurt. Et curieusement, lorsque la personne humaine est un enfant, naît, le cadre, je ne sais pas si vous voyez le fil qui est en dessous, qui représente le fil de l'être humain que je vous montrais tout à l'heure. Oups! Que je vous montrais comme ça. OK? Curieusement, le cadre dans lequel cet être humain-là apprend la vie, il est porté par les parents qui représentent la société. Mais ces parents-là, fondamentalement, les deux, le père et la mère, comme l'ensemble des êtres humains, sont constitués d'un rêve de jour, d'un rêve de nuit, d'un inconscient et d'un conscient. Et ce qui en ressort, c'est qu'au fur et à mesure que l'enfant avance, tranquillement pas vite, il avance en enfance, en adolescence, il devient un adulte. Et soudainement, il se retrouve avec les mêmes composantes, mais l'ensemble de ce qu'il a formé sous-entend sa naissance et sa mort plutôt que le construise. Et pour la plupart des êtres humains, la première problématique est une première problématique de survie, de vie, d'existence. Alors, c'est sûr que le combat principal d'un être humain, c'est de se construire à travers l'inconscient et le conscient, dans une ligne de vie, hein, si je le mets comme ça, l'inconscient et le conscient. De l'inconscient partent l'ensemble des pulsions, l'ensemble de tout ce qui nous constitue génétiquement, biologiquement, au niveau animal. Puis conscient, c'est tout ce qui nous permet, dans ce qu'on a appris, dans ce qu'on vit, de répondre à des normes sociales pour se réaliser d'une façon consciente. Et les désirs, pour se manifester dans des combats sociaux, hein, si je le prends comme ça, je ne sais pas si vous voyez le fil, là, le fil le plus beau est ici, je vais le monter un peu comme ça. Mais notre être humain est très petit à travers ce carré-là. Mais ce qui est intéressant, c'est que le rêve de jour et le rêve de nuit, issus de l'inconscient et du conscient, sont vraiment des phénomènes marginaux qu'on n'arrive pas à comprendre. Par exemple, les rêves de nuit, la plupart des rêves de nuit, c'est des rêves qui sont comme des camions de vidange qui vont permettre à un moment donné de vider une partie de l'inconscient qui a été frustrée, puis une partie du conscient qui n'a pas été résolue. Et je comparerais l'inconscient et l'inconscient à une dame qui arrive à l'aéroport,
puis elle a son passeport qu'elle a mis dans sa sacoche, puis qu'elle a une valise. La valise, ce serait l'inconscient, la sacoche, ce serait le conscient. C'est sûr que si on te demande ton passeport, tu n'iras pas fouiller dans ta valise pour chercher ton passeport. Donc, c'est comme un ordinateur avec un disque dur, puis avec des logiciels à l'intérieur. Sauf que le vrai problème de la vie, c'est que le rêve de jour qui permet à un moment donné l'enchantement, le merveilleux, dans la ligne de l'être humain, réenchanter le quotidien, les clés ne se situent pas dans l'inconscient et dans le conscient. Ils ne se situent pas non plus dans le rêve de nuit, parce que le rêve de nuit, c'est fondamentalement le camion de vidange de l'inconscient et du conscient. Il se situe dans le rêve de jour. Et un des grands défis de l'existence, c'est de passer de l'existence à l'absistence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, tourne ton cadre et que ton rêve de jour devienne la base même de tes quatre côtés. Et là, il se produit quelque chose d'assez fabuleux. C'est que l'interprétation, le langage à partir duquel tu fais une évaluation de ce que tu vis au quotidien change. Par exemple, tu vis dans une très grande pauvreté, tu n'es pas habité, mettons que tu as le conscient et l'inconscient de ce côté-là, et que tu es pauvre. Ah, c'est sûr que la pauvreté est vécue comme une frustration, la colère, la jalousie, l'envie de celui qui a plus, la snobisme de celui qui a loin. Il y a plein d'émotions négatives reliées au rapport entre le désir, les pulsions et la réalisation et la bataille. Mais quand tu te retrouves avec ton rêve, un rêve de jour, c'est fondamentalement un impossible qui vient illuminer l'ensemble de ton existence. Et cet impossible-là change ton évaluation, le langage à partir duquel tu te décris. Et on peut prendre par exemple dans l'histoire, prenons Spinoza. Spinoza a un rêve, soulager la condition humaine par une nouvelle conception de Dieu, le philosophe Spinoza. Et il a une intuition fondamentale que Dieu, c'est la nature. Et que Dieu, il n'y a pas de Dieu au-dessus de l'être humain. C'est que Dieu, c'est fondamentalement la nature dans son expression. Ah, c'est sûr qu'il est excommunié par sa communauté. Si on regarde au niveau de l'existence, comme il a été construit par des parents qui l'ont éduqué dans une religion, dans une contextualité, dans une société, et finalement, il commence à promouvoir ses idées, il est excommunié. Il est mis en dehors de sa communauté. Mais il a un rêve. Son rêve, c'est qu'il est certain que sa conception va lui permettre de créer une nouvelle philosophie. Donc, il décide de mettre son rêve à la base de sa vie. Et finalement, cette pauvreté dans laquelle il s'inscrit devient un magnifique monastère pour réfléchir, pour penser. Alors, il va choisir un métier très humble, qui est de polir des lunettes, de polir des lentilles. En polissant des lentilles, ça lui permet de réfléchir sur la vie. Il vit très pauvrement, très humblement. Il met des années à créer sa pensée. Et sa pauvreté n'est pas un obstacle, mais plutôt une opportunité d'accentuer le monastère de sa pensée. Alors, comme vous voyez, la ligne de l'être humain qui naît et qui meurt, elle a, au bout de la ligne, une importance parce que, comme on a dit tout à l'heure, quand on part la ligne comme ça, que l'inconscient et le conscient, excusez, c'est de même, oui, parce que la chose est verticale, quand tu t'en vas sur ton rêve, ta ligne est horizontale. Ta ligne de vie est horizontale, c'est-à-dire que tu es aspiré par ton rêve. Et la ligne du quotidien,
qui pour les autres, de l'extérieur, apparaît une ligne d'existence, pour toi, c'est fondamentalement une ligne d'existence. Toute ta vie est consacrée à te laisser aspirer par la beauté profonde du rêve qui t'habite. Un rêve, c'est fondamentalement une vision quantique d'une matière organique. Alors ça, c'est vraiment intéressant parce que chaque philosophe de l'histoire, qu'est-ce qu'il apporte à l'humanité? Il se concentre sur le pourquoi. Pourquoi? Alors que fondamentalement, par exemple, le scientifique va se consacrer au comment. Le littéraire va se consacrer quels sont les mécanismes. Mais c'est la question du pourquoi. Et chez Spinoza, par exemple, son pourquoi, c'est pourquoi l'être humain conçoit Dieu comme étant extérieur au réel. C'est ça sa grande question de sa vie. Et quand il écrit l'Éthique de Spinoza, qui est son grand livre, qui va influencer le rapport d'humanité avec elle-même dans les sphères des intellectuels, ben, c'est sûr qu'il permet à la condition humaine de s'élever. De s'élever. Au-delà. Et c'est le juste équilibre entre le déterminisme d'une vie, le déterminisme qui est créé par deux êtres humains qui ont un projet, qui ensemble ont des enfants, qui naissent, qui meurent, et dans lequel on va être avec l'inconscient, le conscient, le rêve de jour, le rêve de nuit. Alors que le philosophe prend le pari contraire. Il prend le pari que son rêve de jour, il va en faire la base de sa vie, qui va avoir une influence sur son rêve de nuit, et qui va avoir une influence sur la façon dont l'inconscient et le conscient réagissent face aux différents mécanismes sociaux. Et cette quête-là, elle est très importante, parce que c'est fondamentalement la capacité de la liberté de devenir une errance poétique. Parce que sur la Terre, lorsqu'on est pris avec une vision existentielle, on traverse l'errance fantomatique, l'errance axiologique et l'errance poétique. L'errance fantomatique, c'est une errance où le déterminisme est extrêmement fort parce qu'on n'a aucun moyen, on est né dans un pays très pauvre, on n'a pas eu d'éducation, on n'a pas eu d'instruction, on a fait dans le fond que métro, boulot, dodo et acquérir des désirs. L'errance axiologique, on se bat pour avoir le plus de réussite possible. Mais l'errance poétique, c'est ce cadeau que fournit la condition humaine pour inverser fondamentalement des mécanismes de déterminisme en mécanismes de liberté. Et chaque philosophe est une aspiration à soulager la condition humaine de son déterminisme par une liberté poétique. Alors, le rêve de vie influence le rêve de nuit et permet à l'inconscient et le conscient d'être moins victime de l'écrasement de la condition humaine. Voilà.